Bonjour, je suis Marion Ravi de l'école de médecine tropicale de Liverpool. Dans ce cours, nous allons examiner certaines compétences et techniques pour une relation mentor-mentoré efficace. Nos objectifs d'apprentissage sont de comprendre les compétences clés pour un mentorat efficace, d'examiner les rôles et responsabilités du mentor et du mentoré, d'apprendre quelques-unes des techniques de mentorat efficaces et d'examiner comment nous pourrions appliquer ces techniques. Ce diagramme n'est qu'un rappel utile de certaines des compétences clés les plus importantes et nous allons travailler autour de ce diagramme en commençant par le sommet avec la conscience de soi. Qu'entendons-nous par conscience de soi? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela pourrait signifier. La conscience de soi, c'est être conscient de ses propres forces et faiblesses, y compris de ses compétences interpersonnelles. Et c'est être curieux de la manière dont on affecte les autres par ses mots et actions. C'est également se rappeler que le langage corporel et le ton sont souvent aussi importants, sinon plus, que ce que nous disons. C'est la façon dont nous disons qui compte. Nous aurons toujours un effet sur les autres, qu'il s'agisse d'un effet positif ou négatif. Il est donc essentiel de penser à nous-mêmes dans ce contexte, puis nous passerons à la conscience comportementale, qui est une sorte d'extension de la conscience de soi. Comment les comportements des individus affectent-ils ceux qui les entourent et ont-ils un impact sur leur efficacité? Nous devons penser et réfléchir au comportement et à l'impact de ce comportement, non seulement le nôtre, mais aussi celui des autres. Pensez simplement au moment où vous vous êtes retrouvé dans une situation et vous vous êtes senti un peu intimidé ou miné à l'effet que cela a pu avoir sur votre efficacité en tant que clinicien. Il est clair qu'il est beaucoup plus difficile de travailler efficacement lorsqu'on se sent menacé que lorsqu'on se sent affirmé et soutenu. Le comportement, en particulier celui des aînés, peut donc avoir un effet important sur les performances des autres. Et il est important d'en être conscient à fur et à mesure que nous avançons dans le mentorat. Ensuite, le savoir-faire professionnel. Nous devons réfléchir un peu à ce que cela signifie. Savoir-faire fait référence à l'expertise profonde que vous accumulez grâce à votre expérience et à vos connaissances tout au long de votre carrière. Il s'agit donc simplement d'être bon dans ce que l'on fait, d'avoir de l'expérience et d'être capable d'appliquer ces expériences lorsque de nouvelles situations se présentent. Finalement, il s'agit d'appliquer les connaissances que l'on a accumulées au cours de sa formation professionnelle continue. Le sens des proportions. Garder le sens des proportions est un aspect essentiel du mentorat. On ne peut pas tout régler. Et il est important de pouvoir placer les expériences dans un contexte plus large, d'avoir une vue d'ensemble, de se concentrer sur ce que l'on peut changer et de ne pas gaspiller son énergie sur les choses qui ne peuvent pas être changées. En réfléchissant à vos contributions et à celles de vos mentorés, ainsi qu'à leurs forces et faiblesses dans un contexte de travail collaboratif plus large, l'une des compétences les plus importantes pour le mentorat peut être une bonne aptitude à la communication. La communication nécessite une écoute active, et pour bien faire, nous devons réellement écouter les gens. N'oublions pas que nous avons deux oreilles, mais une seule bouche, et que nous devrions peut-être penser à les utiliser dans cette proportion. Nous devons adopter un langage corporel ouvert lorsque nous écoutons les gens, c'est-à-dire les regarder, nous pencher vers le vent si nous leur parlons de l'autre côté d'un bureau afin qu'ils sentent que nous nous concentrons sur eux, que ce qu'ils ont à dire est important pour nous et que nous montrons de l'intérêt. Les gens n'auront pas l'impression que vous vous intéressez à eux si vous regardez autour de la pièce et essayez peut-être de vous concentrer sur les autres. Les gens ne sentiront pas que vous vous êtes intéressé par eux si vous regardez autour de la pièce et essayez de repérer quelqu'un d'autre qui pourrait avoir plus d'importance pour vous pendant qu'il parle. Alors concentrez-vous sur la personne qui parle. Il est bon de résumer ce que vous pensez que les gens ont dit ou ce que vous avez dit régulièrement au cours d'une conversation afin de vérifier que vous avez été compris et que les gens ont été compris lorsqu'ils vous parlent. Par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un: je pense que ce que tu m'as dit est ceci, puis résumer ce qu'il a dit. Est-ce correct? Pour qu'il sache que vous essayez vraiment de comprendre activement ce dont il parle et qu'il sache que vous l'avez compris. Il est important de faire preuve d'empathie, car parfois les mentorés expriment des sentiments difficiles à propos de choses qui se sont produites et vous confient des sentiments.
Il est donc très important de faire preuve d'empathie et de ne pas être dédaigneux, en particulier lorsque les personnes manifestent une certaine détresse. Vous-même, vous devez être en mesure de poser des questions afin de pouvoir les aider à s'exprimer clairement. Si les gens ne comprennent pas, il est très important qu'ils se sentent libres de poser d'autres questions afin de développer leur compréhension et de ne pas avoir l'impression qu'ils doivent faire semblant d'avoir compris alors qu'ils n'ont pas compris. Ce sont tous les aspects clés de la communication et je suis sûre que vous en connaissez beaucoup d'autres. Ces aspects sont très importants lorsqu'il s'agit de développer une relation de mentorat de confiance. En tant que mentor, il est absolument essentiel de se considérer comme un apprenant et de s'engager dans sa propre formation continue. L'année 2020, plus que tout autre, nous a peut-être démontré la nécessité d'un apprentissage continu. Au début de l'année 2020, par exemple, très peu d'entre nous savaient quoi que ce soit sur le Covid-19, et au fur et à mesure que le mois de janvier avançait, eh bien, nous en avons appris un peu plus sur une maladie qui, au départ, semblait confinée à la Chine. Malheureusement, il s'est avéré que ce n'était pas le cas et que la pandémie s'est développée dans le monde entier. Mais nous n'en savions rien, et si nous n'avions pas été des gens qui apprennent, nous n'en saurions toujours pas beaucoup plus. Nous avons dû apprendre très rapidement beaucoup de choses sur l'impact de la Covid-19 sur les situations cliniques, sur la manière d'utiliser au mieux les équipements de protection individuelle pour assurer notre sécurité et celle des patients, sur la manière de traiter au mieux la Covid-19 lorsqu'elle se déclare, et sur ce que nous pouvons faire pour aider les gens à se rétablir, et sur tant d'autres aspects de cette nouvelle maladie. Si nous n'étions pas des personnes engagées dans un apprentissage actif, eh bien nous serions encore dans l'ignorance. Il est important au fur et à mesure que nous apprenons et que nous exerçons des compétences de demander un retour d'information sur nos performances, afin de pouvoir utiliser la critique constructive pour nous améliorer dans ce que nous faisons. Il est vraiment important de considérer la critique comme constructive dans l'optique d'aider les gens à s'améliorer encore. Et nous devons donc faire preuve d'humilité lorsque nous partageons notre apprentissage et donnons notre retour d'information. Il est très important que nous nous fixions des objectifs d'apprentissage et que nous fassions preuve d'un engagement à l'écart de notre développement continu, que nous partageons avec nos mentorés. Par exemple, vous avez peut-être une ou deux revues en ligne préférées que vous aimez lire régulièrement. De nos jours, de nombreuses revues sont en accès libre et peuvent être consultées rapidement, comme par exemple des revues comme BMC Pregnancy and Childbirth ou Reproductive Health. Ces revues contiennent souvent des articles très intéressants et pertinents. Vous pouvez donc décider de consacrer quelques heures chaque mois à parcourir les articles récents qui ont été ajoutés à ces revues et à lire ceux qui sont les plus pertinents pour votre domaine de pratique, afin de vous donner les moyens de vous tenir informé et au courant. Il est bon de se fixer un objectif pour pouvoir l'atteindre, et je pense que si nous ne nous fixons pas d'objectif, eh bien nous aurons moins de chances de nous en tenir à ce que nous devions faire. C'est un élément clé de la modélisation du rôle de mentor que de démontrer son engagement à l'égard de l'apprentissage continu. Pour aller plus loin, nous devons penser que le mentor doit avoir des compétences et un intérêt pour le développement d'autres personnes. Nous devons donc être passionnés par l'idée d'aider les autres à réaliser leur potentiel, à le développer et en faire l'expérience. Nous voulons aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs performances cliniques et professionnelles. Pour ce faire, nous devons avoir une vision positive du potentiel de ceux que nous encadrons et nous devons aimer travailler en collaboration avec d'autres personnes. En tant que mentor, je pense que nous devons avoir un attrait et une attention particulière, sincère, pour les personnes avec lesquelles nous travaillons et que nous encadrons, ce qui s'exprime dans des relations professionnelles positives et constructives. Je ne pense pas que l'on puisse être mentor si l'on n'aime pas les gens et si l'on ne se soucie pas d'eux. Il y a des gens qui sont peut-être plus aptes à travailler seuls devant un ordinateur ou dans un laboratoire, et c'est très bien, c'est juste différent. Mais je pense que pour être un mentor, vous devez vraiment avoir un intérêt véritable et une préoccupation pour les autres, que vous essayez d'aider à se développer. La clarté des objectifs. Avoir des objectifs clairs est une autre compétence et nous devons avoir la capacité d'aider le mentoré à clarifier, fixer ses objectifs et à développer un sens clair de la raison pour laquelle ces objectifs sont importants. Il est donc important de faciliter les discussions pour arriver à une vision partagée entre vous et le mentoré des résultats souhaités. Donc pensez aux objectifs et ensuite pensez aux voies pour atteindre ces objectifs et obtenir les résultats que vous voulez.
Si les objectifs sont un peu vagues, ils sont probablement moins susceptibles d'être atteints que s'ils sont clairs. Le mentorat est une question de relation, et pour avoir de bonnes relations, il faut de la positivité et de la confiance. Cela signifie qu'il faut se concentrer sur les aspects positifs de toute situation et qui peut être fait pour y parvenir. Il est très rare qu'une situation soit entièrement négative, et il est bon de rechercher les aspects positifs, même dans les situations les plus difficiles, et d'exprimer les choses de manière positive. C'est-à-dire ne pas dire au mentoré «tu ne l'as pas bien compris», mais plutôt «voyons comment nous pouvons encore améliorer la situation». Ce serait une façon beaucoup plus positive de dire des choses et de faire sentir au mentoré qu'il y a de l'espoir pour améliorer les choses. Nous devons montrer que nous nous faisons confiance et nous pouvons le faire en étant honnêtes et discrets. Donc lorsque nous avons dit que nous maintiendrons la confiance, nous devons le faire. Nous devons respecter nos engagements et si nous avons pris un engagement envers un mentoré, eh bien nous devons le respecter, même si cela rend la tâche un peu plus difficile. Il faut donc être digne de confiance, être capable de faire confiance aux sentiments des gens. Être honnête quant à ses engagements et les respecter, ce qui peut parfois signifier dire honnêtement «Non, je ne peux pas gérer cela». Aucun d'entre nous n'aime dire non, mais nous sommes parfois obligés de le faire parce que nous sommes surchargés. Il est donc préférable d'être honnête plutôt que de prendre un engagement qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir. Il existe plusieurs approches du mentorat qui peuvent être plutôt facilitatrices ou directrices. Nous allons voir ensuite une liste de questions, de circonstances dans lesquelles nous pourrions réfléchir à ce qui est le plus facilitateur ou directif. Par exemple, permettre la résolution d'un problème, plutôt que d'apporter la réponse, serait certainement plus facilitateur, alors que si nous démontrons ou nous montrons comment faire, eh bien c'est plus directif. Promouvoir les bonnes pratiques est facilitant, et écouter plus que parler l'est également. Nous devons nous attendre à ce que nos élèves fassent des erreurs de temps en temps, et il est bon de les encourager à réfléchir lorsque ces erreurs se produisent. Vous pouvez parcourir le reste de cette diapositive et réfléchir à ce qui est facilitant et à ce qui est directif. Aucun des deux n'est mauvais, les deux ont leur place, mais il faut juste être conscient de l'équilibre entre la directivité et la facilitation. Dans le cadre du mentorat, il est toujours bon de poser des questions au mentoré. Cela le fera réfléchir, cela stimulera son cerveau à travailler, plutôt que de se contenter de vous écouter donner les faits et toutes les réponses. Il est important de ne pas poser de questions subjectives ou de ne pas manipuler les pensées des gens par des questions. Il faut donc poser des questions ouvertes plutôt que des questions fermées, car cela permet souvent d'enrichir la discussion. En d'autres termes, si je vous demandais s'il pleut, vous ne pourriez me donner que deux réponses, car vous pourriez dire que oui il pleut ou non il ne pleut pas, ce qui n'ouvrirait pas la voie à une plus grande richesse de discussion. En revanche, si je vous disais quel temps fait-il aujourd'hui, eh bien vous pourriez exprimer votre opinion sur le temps qu'il fait et sur ce que vous en pensez. Il est donc important de réfléchir à la richesse de ce que peut apporter une question ouverte. Les questions ouvertes commencent souvent par comment, pourquoi, quoi, ce qui permet aux gens d'exprimer leurs opinions et les réflexions qui les entourent. Un modèle très utile dans les techniques de mentorat est le modèle BROW, ou GROW en anglais. Nous commençons par le B, qui signifie but ou l'objectif. Dans l'objectif, nous nous mettons d'accord sur un thème et nous identifions les résultats que nous voulons obtenir, puis nous clarifions ce but pour atteindre ces résultats. Par exemple, notre sujet ou thématique pourrait être la prise en charge sûre de l'éclampsie. Et le but pourrait être d'avoir un mentoré confiant et sûr de toutes les procédures à suivre pour prendre en charge en toute sécurité une patiente souffrant d'éclampsie. Le but pourrait être le suivant. Ces patientes viennent relativement souvent dans mon établissement et je dois savoir comment leur prodiguer des soins sûrs pour qu'elles restent en vie et en bonne santé. Ensuite, la réalité est une sorte de vérification de l'état d'avancement de la question, en réfléchissant à la situation actuelle, en réfléchissant à ce que vous avez déjà essayé de faire pour atteindre votre objectif, aux ressources que vous possédez pour l'atteindre, ou encore avoir le feedback d'autres personnes, ce qu'elles vous ont donné sur votre performance à ce jour. Il s'agit donc de voir où se trouve le mentoré sur le chemin de l'objectif qu'il a peut-être déjà atteint. Les options consistent à réfléchir aux moyens d'aller de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous voulez être. Et il y aura très souvent une variété d'options sur ce chemin. Alors réfléchissez-y. Ensuite, la voie à suivre consiste à choisir parmi ces options et à décider lesquelles sont les plus appropriées et les plus utiles pour aller de l'avant.
Il est également important de réfléchir aux obstacles et d'élaborer des plans pour les atténuer, car il y a souvent des obstacles sur le chemin de réalisation d'un objectif. Et enfin, de décider du soutien nécessaire. Il peut s'agir d'un soutien de votre part en tant que mentor, mais aussi d'un soutien de la part d'autres personnes et parfois, vous, en tant que mentor, orienter le mentoré vers ces autres personnes qui pourraient l'aider. Il est très rare que des objectifs soient atteints s'il n'y a pas d'échéancier de date limite, si vous préférez. Nous allons donc examiner ces 4 points plus en détail en réfléchissant à la manière dont nous pourrions poser des questions dans le cadre du mentorat, afin d'amener le mentoré à réfléchir à ces questions. En réfléchissant aux questions que nous pouvons poser pour aider le mentoré à définir son objectif, nous demandons sur quoi aimeriez-vous vous concentrer aujourd'hui, en particulier ce que vous aimeriez réaliser. En quoi voulez-vous que les choses soient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui? À quoi ressemble un bon résultat? Comment sauriez-vous si vous avez réussi à atteindre votre objectif? Que voulez-vous qu'il se passe qui ne se passe pas maintenant? Ou encore, quels pourraient être les principaux avantages de la réalisation de cet objectif? Voilà autant de questions que vous pouvez poser pour aider le mentoré à réfléchir à ce qu'il essaie d'atteindre et à son but. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, il faut se poser des questions sur la réalité. Où en êtes-vous? Que s'est-il passé jusqu'à présent? Quelle est la situation actuelle? Que se passe-t-il en ce moment? Quels sont les faits de la situation? Quels sont les problèmes actuels? Quand et pourquoi surviennent-ils? Mais aussi, qu'est-ce qui va bien? Quelles sont les ressources dont vous disposez? Qui d'autre est impliqué? Quel retour d'information avez-vous reçu jusqu'à présent sur votre façon de procéder? Et qu'avez-vous déjà fait sur ce sujet? Qu'avez-vous déjà essayé jusqu'à présent? Quels obstacles avez-vous rencontrés? Ce sont toutes des questions utiles pour savoir où en est le mentoré dans le processus, comment il en est arrivé jusqu'à présent, et ensuite, quelles sont les options. Il ne s'agit pas de donner des options, mais de guider le mentoré pour qu'il réfléchisse à ses propres options. Demandez-leur quelles sont les choses que vous pourriez faire pour aller de l'avant. Quelles sont les choses auxquelles vous pourriez penser pour aller d'ici à l'endroit où vous voulez être? Que pourriez-vous faire pour changer les choses? Et puis ajouter un peu de réflexion. S'il n'y a pas de limite, eh bien que feriez-vous? Puis en réalité, que pouvez-vous faire malgré ces limites? Et enfin, quoi d'autre? Quoi d'autre est une bonne question. Elle pousse le mentoré à réfléchir un peu plus loin. Toutes ces questions visent à encourager le mentoré à s'approprier la recherche de solutions. Ce n'est pas tant votre responsabilité que celle du mentoré de travailler sur les options. Et je pense donc qu'il est absolument essentiel qu'il y ait un sentiment d'appropriation et qu'il génère ses propres options. Il se peut que vous deviez faire quelques suggestions, mais essayez avant tout de favoriser cette recherche d'options et de l'ancrer dans la propre réflexion du mentoré. Enfin, la voie à suivre. Ici, nous voyons les aspects pratiques pour atteindre ces objectifs. Quand allez-vous mettre en œuvre ce plan? Quelles sont les prochaines étapes? Ou encore, quelles sont les premières étapes que vous allez franchir et quand allez-vous les franchir? Quels sont les obstacles que vous anticipez? Et comment pensez-vous pouvoir les contourner? Il est parfois très important d'encourager un mentoré à décomposer les étapes d'un objectif en étapes individuelles et à les considérer comme quelque chose qu'il peut atteindre. Parfois, un objectif peut sembler trop grand et peut être un peu intimidant. Mais si vous divisez le voyage vers cet objectif en étapes assez petites, alors il semble réalisable et le mentoré peut être encouragé à penser que ces petits pas s'additionneront à la fin. Il se sentira capable de réaliser ce qu'il a à faire et à demander de quel soutien il a besoin pour avancer. Comment il pense que vous, en tant que mentor, pouvez l'aider. Enfin, pour vérifier la réalité, demandez-lui, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous respectiez ce plan? Car s'il ne s'y tient pas, ou s'il est peu probable qu'il s'y tienne, il faudra peut-être modifier un peu le plan. Enfin, quelques réflexions sur les choses à faire et à ne pas faire dans le cadre du mentorat. Il est bon de demander à vos participants de réfléchir à ces points lorsque vous formez à devenir des mentors, car en tant que mentor, vous formerez sans doute d'autres personnes à devenir des mentors, et vous entreprendrez vous-même le mentorat. Pensez donc à écouter activement, comme je l'ai mentionné précédemment, avec un langage corporel ouvert et en montrant de l'intérêt pour ce que les gens disent. N'utilisez pas trop de temps pour partager vos propres expériences. Ce n'est pas une chose positive pour un mentor. Il est normal de partager ses propres expériences avec un mentoré, mais cela ne doit pas dominer.
N'oubliez pas de rester en contact régulier avec votre mentoré. Donnez-lui un retour d'information honnête et utile, mais restez positif et patient. Mettez le mentoré en contact avec d'autres personnes susceptibles de l'aider, car vous pourrez pas tout faire vous-même. Mais vous connaissez peut-être quelqu'un, un homme ou une femme, qui peut le faire. Vous n'êtes pas toujours responsable de la résolution des problèmes de votre mentoré, et vous n'avez pas besoin d'assumer cette responsabilité. Vous êtes là pour l'aider, mais vous ne pouvez pas tout régler pour tout le monde. Soyez donc réaliste quant à ce que vous pouvez faire pour aider vos mentorés. En fin de compte, c'est à eux de résoudre le problème. Vous êtes là pour les soutenir dans cette démarche. Il est toujours bon de demander au mentoré de résumer les points d'apprentissage à la fin d'une session, et il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse plutôt que vous, car il réfléchira alors davantage à ce qu'il a appris que si vous vous contentez de le lui dire. Votre tâche n'est certainement pas de corriger votre mentoré, mais de le soutenir dans sa recherche d'un changement positif. C'est une bonne idée à la fin de chaque session de résumer les points d'action. Et il est bon d'avoir préparé ces points d'action, car s'ils ne sont pas spécifiques, eh bien, il ne va pas s'engager dans le processus de changement. Mais ne vous attendez pas à la perfection ou à des progrès trop rapides. En tant que mentor, vous devez être patient. Après avoir parcouru cette liste, certains de ces points sont positifs en tant que mentor et d'autres sont négatifs. Et il est bon d'y réfléchir, comme nous venons de le faire. En résumé, nous avons réfléchi à certaines des compétences clés d'un bon mentor, en parcourant le diagramme de toutes les compétences. Nous avons réfléchi aux étapes du processus, puis à la définition des objectifs, et à la progression vers ces objectifs spécifiques. Nous avons réfléchi aux différents styles de mentorat, y compris la facilitation et la direction, et nous avons réalisé qu'il y a une place pour les deux styles. Nous avons examiné quand chacun d'eux est utile, et nous avons réfléchi au fait de poser des questions comme aide au mentorat, ou encore d'utiliser l'outil Brove pour structurer les rencontres du mentorat. Nous parlerons du cycle de réflexion de Gibbs dans l'une des prochaines conférences. J'espère que vous avez trouvé cela utile et que cela vous a donné quelques bons conseils sur la façon de faire avancer vos rencontres de mentorat. Je vous remercie de m'avoir écouté.